Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme. Diplômé de l'ENSAT, l'École supérieure d'agronomie de Toulouse en 1992, Mathieu Calame a travaillé de 1995 à 2005 à la conversion du domaine de bergerie dans le Vexin à l'agriculture biologique et l'agroforestation. Président de l'Institut technique d'agriculture biologique de 2001 à 2004, Mathieu Calame en a la Fondation pour le progrès de l'homme en 2005 comme chargé de mission et devient directeur de la Fondation en 2010. En 2020, il soutient une thèse à l'Université de Lausanne intitulée « Le paysan, le prince et le prêtre, alimentation, pouvoir et cosmologie de la révolution néolithique à la révolution écologique ». Mathieu Calame a publié de très nombreux ouvrages sur l'agriculture. On peut notamment citer « Une agriculture pour le XXe siècle » en 2007, « La tourmente alimentaire » en 2008, « Comprendre l'agroécologie » en 2016 ou encore « Enraciner l'agriculture » en 2009. Il travaille actuellement sur un ouvrage à paraître aux éditions du Seuil traitant des politiques agroécologiques. Monsieur Calame va maintenant nous aider à mieux comprendre l'agroécologie. Vous pourrez à l'issue de la conférence lui poser vos questions. Merci d'accueillir chaleureusement Monsieur Calame. Merci beaucoup de m'accueillir. Effectivement, je vais essayer de vous expliquer rapidement dans les 40 minutes qui suivent un peu ce terme qui émerge chez celui d'agroécologie et qu'évidemment on peut comprendre que par le fait qu'il essaye de dépasser l'état actuel de l'agriculture qu'on peut qualifier d'agriculture industrielle, avec cette remarque simple d'ailleurs que chaque société génère son type d'agriculture et que la société industrielle, naturellement, j'ai envie de dire, a généré l'agriculture industrielle. Un petit mot simplement pour distinguer l'agroécologie de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est une agriculture qui fait l'objet d'un cahier des charges, qui est donc reconnu internationalement dans les accords internationaux, notamment du Codex Alimentarius, qui donc, quand vous achetez un produit biologique, vous avez un produit certifié, qui a été contrôlé, qui a certaines garanties dont on peut discuter sur les forces et les faiblesses. L'agroécologie, c'est plus une réflexion à l'heure actuelle, un concept, on va dire, mais qui nous aide à penser les changements qui vont devoir en venir. Et puis, comme vous le constatez, il y a deux termes, agro et écologie. Et donc, la première partie, rapidement, ce sera quand même de poser les fondamentaux des limites planétaires, des questions écologiques qui vont surtout, je vois, occuper beaucoup les jeunes qui sont au fond de la salle. Je pense qu'ils en ont souvent entendu parler, mais on mesure mal l'effort qu'il va falloir faire. Voilà, et puis il y a la question d'agro qui renvoie à l'agriculture. Le terme d'ailleurs n'est pas du tout neuf. Il a été en fait conçu aussi loin qu'on puisse remonter dans l'entre-deux-guerres par un agronome américain d'origine russe qui s'appelait Benzing et qui va le premier utiliser le terme. Et l'écologie à l'époque, c'est un concept qui a été créé par un chercheur allemand qui s'appelle Henkel, et c'est vraiment une vision extrêmement globale de la question. C'est pas juste de s'intéresser au fonctionnement d'un écosystème. Dans la pensée de Henkel, c'était une réflexion qui touchait aux sociétés en général. Alors, les limites planétaires, au fond, c'est ça la raison pour laquelle on va devoir aller vers une agroécologie et probablement sortir de la société industrielle. La première chose à dire, c'est que les gens changent rarement, ou les sociétés changent rarement parce qu'elles ont envie, elles changent sous l'empire de la nécessité. Et c'est cette nécessité que je vais juste présenter rapidement, des choses que peut-être certains d'entre vous connaissent très bien, mais qu'il est bon d'avoir en tête. Alors, ce qu'on appelle l'empreinte écologique, c'est un chercheur qui s'appelle Wackernagel qui a mis ça au point. Il dit au fond, on dépend de la Terre sur laquelle nous vivons, et cette Terre a des limites, ce qu'il appelle les biocapacités de la planète, et il essaie de savoir en fait combien chacun d'entre nous utilise des biocapacités. Par biocapacité, on entend par là les ressources que vous consommez. Nous avons de la chance, nous venons de sortir de la cantine, donc nous venons d'ingérer de tas de matières organiques. Peut-être certains d'entre vous, après, sont allés aux toilettes, donc vous avez éjecté un certain nombre de productions qui vont devoir être digérées si vous ne voulez pas que votre lycée devienne un tas de merde absolument horrible. Donc il faut que tout ça soit digéré par le système, absorbé. Donc ça vous donne une idée du fait que vous êtes étroitement dépendant de biocapacités de la planète, c'est-à-dire les bactéries,
des plantes, puisque le thème ici c'est végétal, etc., etc. Donc certes, ce que vous voyez de manière immédiate, c'est de la technologie, des artifices faits par l'être humain, ces murs, cet ordinateur, le micro que j'utilise, mais enfin, dans la salle, vous-même, vous appartenez au vivant. Et donc, Wackernagel essaye de se dire, en fait, combien chacun d'entre nous utilise d'espace. Alors, c'est très mal réparti dans le monde. Si, à partir de ça, des organismes comme le Earth Overshoot Day a calculé finalement à quel jour de l'année on a capacité de consommer toutes les biocapacités de la planète. Et là, on a le classement par pays. C'est-à-dire, ça veut dire si tous les gens du monde vivaient comme les Qataris, le 11 février de l'année, on a consommé toutes les ressources de la planète et ensuite on vit à crédit. On reviendra après dans l'exposé sur ce que signifie ce vivre à crédit. Si on était les Français, et nous sommes les Français, enfin la plupart d'entre nous, 14 mai, on n'arrive même pas à finir notre budget, c'est-à-dire qu'après on vit à crédit. Et il faut aller trouver les Indonésiens pour arriver au 18 décembre, et pourtant le 18 décembre, vous voyez, les Indonésiens ont une vie extrêmement sobre. Et même eux, si nous vivons tous comme les Indonésiens, ils n'atteignent pas la date fatidique du 31 décembre. Et dans l'absolu, il faut penser que si nous vivions d'une manière cohérente avec les limites de la planète, eh bien, effectivement, il faudrait vivre de telle sorte que nous atteignions tous le 31 décembre. Alors, ça c'est une autre représentation qui est faite par des chercheurs de Rockström et al. De l'Institut à Stockholm, et ils s'intéressent à ce qu'ils appellent les limites planétaires, c'est-à-dire ils se disent mais en fait la planète, vous voyez, Wackernagel essaye de ramener tout ça à une seule unité, qui est un nombre d'hectares finalement, de biocapacité, lui dit non, en fait le système Terre c'est un peu comme un ordinateur ou une montre, il suffit qu'une pièce se casse pour qu'il ne fonctionne plus. Et il essaye de voir en quelque sorte les différentes limites planétaires, donc c'est pour ça qu'il y met un pluriel. Le changement climatique, dont vous entendez beaucoup parler, la perte de biodiversité, dont vous entendez moins parler, mais dont la situation est assez préoccupante, l'usage des sols, les flux biogéochimiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, là je les ai pas complètement entourés d'ailleurs, ceux qui ont été entourés sont ceux qui sont les endroits dans lesquels on subodore qu'on est en fait en train d'atteindre le seuil, au-delà duquel on a un risque de rupture. Il faut imaginer ces systèmes-là comme des élastiques. C'est-à-dire, vous savez, quand vous prenez un élastique, vous tirez, et puis vous avez le sentiment que jusqu'ici ça va. D'ailleurs, si vous arrêtez de tirer sur un élastique, il prend sa forme. Sauf que vous atteignez un point de rupture à partir duquel l'élastique est cassé de manière irréversible. Et c'est ça le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on ne sait pas, alors c'est des phénomènes moins visibles que l'élastique, mais on ne sait pas si on a déjà pas passé des points de rupture. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'agriculture est concernée, concerne le changement climatique, est concernée par la perte de biodiversité, par l'usage de sol, par l'usage de l'eau douce, par les flux biogéochimiques, puisqu'il s'agit du phosphore et de l'azote, les fameux nitrates dont vous entendez beaucoup parler, l'acidification des océans, oui, puisque une grande partie de ces productions sont des acides, les charges en arrêt en sol, probablement moins, la dépression de l'ozone, probablement plus du tout, encore que la chaîne du froid y jouait un très très grand rôle, et la pollution, évidemment, il y a des pollutions diverses qui sont liées à nos modes de vie et donc aussi à notre agriculture. Alors, pour finir cette petite section sur l'écologie, j'aimerais vous proposer deux visions du développement durable. Alors, le développement durable, c'est peut-être un terme qui parle plus tellement aux jeunes, mais il avait cours quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a 30 ans. Et le développement durable disait, c'est super, on a l'économie, on a les sociétés, la biosphère, et puis on va au milieu trouver un espace commun où tout le monde est content, on concilie la biosphère, l'économie et les sociétés, et ça, on appelle ça le développement durable. Sauf que cette représentation est scientifiquement totalement absurde. Pourquoi? Parce que si je vous demande de me parler un petit peu de, je ne sais pas, l'économie sur Mars, vous allez me dire, mais enfin, il y a de l'économie sur Mars. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir d'économie sans société, et vous ne pouvez pas avoir de société sans biosphère. Et donc la vraie représentation du monde, enfin, la plus exacte, si tant est qu'une représentation soit totalement exacte, c'est celle qui représente l'économie comme étant une part de la société. Effectivement, s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'économie. À moins de donner un terme très générique à l'économie et que vous parliez de l'économie des fourmis, bien sûr, mais a priori, dans le sens que nous entendons, s'il n'y a pas de... Alors j'aurais pu mettre la finance, d'ailleurs, encore à l'intérieur de l'économie, parce que des fois on confond l'économie et la finance. Voilà.
Et donc, vous comprenez bien que dans un système comme ça, si la biosphère disparaît, la société disparaît et l'économie disparaît. Donc vous avez quand même une hiérarchie qui fait que vous ne pouvez pas dire bah, on va trouver un équilibre entre l'économie et la société et la biosphère. Non, non, il faut que l'économie reste, ne détruise pas la société, il faut que la société ne détruise pas la biosphère. C'est ça, en fait, le défi écologique auquel nous sommes confrontés. Et compte tenu du graphe de l'overshoot que je vous ai montré avant, l'affaire n'est pas simple, elle ne va pas l'être. Alors, je vais me recentrer parce que voilà, je suis passé du général, je vais aller au plus particulier. L'agriculture, c'est une affaire de biomasse et je vais vous parler de biomasse et de loi des reins des écosystèmes. Alors, en gros, vous avez deux types de matériaux dans cette salle. Vous avez grosso modo de la matière organique qui relève de la chimie organique et de la matière dite minérale. La chimie organique, vous êtes de la chimie organique. Vous êtes un peu plus que ça, bien sûr, je l'espère, mais enfin, fondamentalement, la plupart de vos organes sont faits de tissus qui sont des chaînes de carbone. Les plastiques qui sont issus du pétrole et du charbon, qui, comme on va le voir, sont de la biomasse fossile. En fait, ici, il y a énormément de matière organique qui est, on va le voir, est le produit vivant. Et puis la matière minérale, montre essentiellement de la matière métallique, voilà, et sont issus de. Ce qui va nous intéresser, c'est que sur Mars, par exemple, il y a probablement beaucoup de minerais. Par contre, il n'y a pas de biomasse. Et donc, ce qui caractérise la différence entre la Terre et toutes les autres planètes que l'on connaît jusqu'à présent, alors je n'exclus pas que dans une autre galaxie, il n'existe pas une planète avec du vivant. Néanmoins, je vous rappelle qu'au XVIIe siècle, on était persuadé que la plupart des planètes étaient habitées. On pensait que la Lune était habitée, que Mars était habité. La grande découverte quand même du dernier siècle et demi, c'est que l'apparition du vivant dans l'univers est un événement tellement rarissime qu'on ne le connaît que sur Terre. Et donc, vous savez qu'en science, quand un événement se produit une fois, c'est très difficile de donner une explication. Donc voilà, on est ça. Et alors je sais qu'il existe des projets d'aller biotiser Mars, mais enfin, avant d'être sûr de pouvoir biotiser Mars, on va essayer de ne pas détruire la vie sur la seule planète sur laquelle, à notre connaissance, elle est capable. La biomasse, c'est un terme un peu générique pour désigner toute la matière organique. Donc vous êtes de la biomasse selon ce point de vue-là. Encore une fois, vous n'êtes pas que ça, mais du point de vue, je dirais, de gens d'agronomes qui s'intéressent au flux de matière organique, chez biochimistes, on va vous assimiler avec de la biomasse organique. Et il se trouve qu'il y a une loi des reins des écosystèmes, et c'est ce que je vais vous dire. Alors la biomasse, elle se trouve sous trois formes sur Terre. La biomasse vivante, vous, voilà, donc vous êtes dans la catégorie animaux, a priori, bon, vous allez me dire que certaines fois, après le repas, vous dormez un peu, vous êtes peut-être un peu végétatif, vous êtes peut-être une plante pendant vos cours et au moment de la petite sieste que vous faites, mais globalement vous êtes des animaux, on va en venir, les champignons, les bactéries, les archéobactéries. Je suis resté à une classification, s'il y avait un biologiste plus au fait que moi, il montrerait que là, les catégories sont un peu diversifiées, c'est encore plus complexe qu'on ne le croyait. Bref, il y a la biomasse que je qualifie d'inerte, qui est essentiellement l'humus des sols. Quand vous allez à Jardiland, que vous achetez du terreau pour vos plantes, cette espèce de terreau noir, c'est pas de la matière minérale, c'est de la matière organique. C'est ce que produisent les feuilles des arbres en se décomposant dans le sol, et c'est ce qui donne au sol cette couleur noire. Pourquoi? Alors je vais parler de l'Ukraine, pas pour vous parler de la guerre, mais les Russes ont fait, les scientifiques russes du temps de l'Empire ont fait beaucoup de pédologie. La plupart des noms de sol sont des mots russes, et on parle d'une terre noire quand elle est très riche en matière organique, en parlant de Tchernosium, parce que Tchernosium en russe, enfin dans les langues slaves de l'Est, ça veut dire noir. Voilà. Et donc, cette biomasse, d'ailleurs, quand un sol perd sa matière organique, il devient de plus en plus clair. La preuve, c'est que vous avez très peu de roches noires ici. Il suffit de regarder Tours, c'est des pierres calcaires, elles sont entièrement blanches, et d'ailleurs, ces pierres calcaires sont parties de l'activité du vivant, mais ça dépasse cette conférence. Et ensuite, vous avez la biomasse fossile. Alors, je voudrais beaucoup insister là-dessus parce qu'on parle d'énergie fossile et je trouve que ce terme est tout à fait dommageable parce qu'on oublie quelle est l'origine de cette énergie. Et on va revenir là-dessus après. Il s'agit des excédents de fertilité des écosystèmes qui nous ont précédés. Quand vous avez du charbon, au fond, et d'ailleurs, autrefois on faisait du charbon de bois, on a appris à appeler ça charbon de terre, et on a mis du
temps réalisé que c'était des forêts anciennes qui avaient été fossilisées. Ça veut dire que quand vous prenez la voiture et que vous tournez la clé de contact, ce que vous brûlez, c'est des bûches qui ont plusieurs millions d'années, en fait. C'est ça physiquement ce qui se produit. Alors, sauf que le pétrole, lui, se produit dans un milieu marin, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais fondamentalement, c'est ça. Et là, vous commencez à voir se dessiner une loi terrain autour de la biomasse sur laquelle on va revenir, qui est que là, et vous commencez à voir l'indice de pourquoi on arrive encore à l'heure actuelle à fonctionner en consommant plus que notre planète actuelle. C'est qu'en fait, nous consommons le produit photosynthétique des hectares passés. On extrait à l'heure actuelle la biomasse du passé. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça va et qu'on peut fonctionner avec plusieurs planètes. Alors, ce monsieur, c'est von Helmont. Il est très peu connu, pourtant il mérite de l'aide, parce que c'est le scientifique qui, le premier, alors il s'est trompé ensuite sur l'explication, mais a mis en évidence que les plantes ne mangeaient pas de la terre. Parce que pendant longtemps, l'être humain procédant par analogie, on s'est dit, mais en fait, puisque nous mangeons des végétaux, des animaux, qu'est-ce que mangent les plantes? Ils doivent manger la terre. C'est de là que vient d'ailleurs le mot engrais. Quand on dit qu'on engraisse la terre, c'est qu'on avait l'impression de vous amener du gras dans la terre pour que les plantes mangent. En fait, von Helmont va faire qui était un médecin qui s'intéressait à la digestion et qui est aussi le père de la notion de gaz. Vous voyez que c'est quand même un homme tout à fait remarquable. Il a eu une idée assez saugrenue. Il a pris un jeune sauve, il l'a planté dans un pot, il a versé de l'eau régulièrement, il a attendu 7 ans. Il a enlevé le saule, comme quoi il savait voir loin. Alors, à l'heure actuelle, une thèse, c'est 3 ans, donc on ne pourrait plus faire la recherche de von Helmont dans la science telle qu'elle est organisée actuellement. Voilà. Mais il a attendu 7 ans, il a enlevé l'arbre, il a pesé la terre après l'avoir séchée, il dit, mais elle n'a pas perdu de poids. Donc c'est la preuve que la plante ne mange pas de terre. Et comme il avait mis de l'eau, il en a déduit que la plante mangeait de l'eau. Et c'est paradoxe, parce que comme c'est l'inventeur aussi de la notion de gaz, c'est lui qui est le premier qui a d'ailleurs, il appelait ça, je crois, le gaz sylvestre, mis en évidence le CO2, il n'a pas pensé en fait que non, on vient de l'air. On est essentiellement de l'air qui, par la photosynthèse, puis nous mangeant les plantes de la photosynthèse, nous sommes constitués en matériaux plus lourds que l'air. C'est complètement contre-intuitif. D'ailleurs, je pense que si j'avais demandé dans la salle que mangent les plantes, vous n'auriez pas répondu de l'air spontanément. Après, quand je vous le redis, vous allez dire, ah oui, bien sûr, on le savait, mais en fait, c'est tellement contre-intuitif que c'est pas l'idée qui nous vient plus haut. J'avais fait le test d'ailleurs dans une école d'ingénieurs agronomes et ils n'ont pas trouvé spontanément. C'est vous dire à quel point on n'a pas intégré le réel. Parce qu'on est très anthropomorphe, donc c'est fait. Alors voilà en fait le système tel qu'il fonctionne. C'est un écosystème très simplifié, mais en gros, il va y avoir 3 protagonistes et une ressource qui est l'air. L'air et le soleil. Parce que le soleil joue un rôle considérable dans cette histoire, c'est lui qui nous fournit finalement l'énergie. Donc l'air, 78% d'azote, 21% d'oxygène et un petit chouïa de CO2. Ce petit chouïa de CO2 est un avantage, il nous crée un effet de serre et pose problème parce que quand l'effet de serre est trop gros, ça grille la planète. Donc vous voyez, mais c'est un chouïa. Les végétaux, premier acteur, eux, qu'est-ce qu'ils sont capables? Ils sont capables de prendre le CO2, par la photosynthèse, ils vont forcer le CO2, ils vont le craquer, ils vont faire des liaisons chimiques, ils vont faire des chaînes de carbone. Qu'est-ce que c'est finalement? D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous allez dans votre station-service, vous regardez, je vais regarder l'indice d'octane. Octane, ça veut dire que c'est une chaîne carbonée de 8 carbones. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, il arrive à prendre ces petits Legos, que sont les chaînes les carbones, et il arrive à en faire des chaînes, et ces chaînes sont très riches en énergie, et en fait, il va stocker dans la liaison entre 2 carbones de l'énergie solaire par la photosynthèse. C'est ça que fait. Mais le problème de ce végétal, c'est qu'il ne sait pas craquer l'azote. Or, vous mangez des protéines, on a tous besoin de protéines. Les protéines, en gros, je vais faire vite, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu les ouvriers de notre corps. Et les protéines, ce sont des molécules très longues qui ont nécessairement des radicaux azotés sur leurs composants, ce qu'on appelle les acides aminés. Alors, dans les autres langues, c'est plutôt facile. La France, c'est merveilleux parce qu'on utilise, pour parler de l'azote et de ses différents composants chimiques, de 3 termes: azote,
le radical nitre, qu'on a dans nitrate, nitrite, etc., et le radical am qu'on a dans amine, ammoniac. Nos voisins allemands et anglais ont un peu du mal à se retrouver quand on leur fait une conférence en français, donc ils ont mieux la faire ensuite dans une autre langue. Mais quand je parle d'azote, d'amine, donc d'ammoniac ou de nitrate, je parle fondamentalement de la même chose, c'est tous les dérivés de cet atome qu'on note N, et là c'est le diazote N2. Et alors voilà qu'ils ont besoin de cet azote, mais ils n'arrivent pas à le craquer. Alors heureusement pour eux, il y a dans le sol, et pas que essentiellement dans le sol, toute une microflore, notamment des champignons, des bactéries fixatrices d'azote, etc., qui sont capables de craquer l'azote. En fait, la même opération que nous, on fait dans la respiration, eux vont être capables de le faire en craquant l'azote. Et donc, ils vont craquer l'azote, ils vont produire comme ça du NH4 et du NO3- qui vont relarguer, et puis ils vont faire un échange, parce que comme ils sont dans le sol, ils n'ont pas d'énergie, d'où leur vient l'énergie, il faut qu'elle vienne de la matière organique. Donc vous voyez bien que le système il a dû coévoluer avec d'un côté ce qu'on appelle le cycle de l'azote et de l'autre le cycle du carbone, les deux tournant dans le sens inverse et ils échangent. Et là, miracle, au milieu arrive le passager clandestin, les animaux. On ne fout rien. Même quand vous avez l'impression de travailler, en termes de matière organique, vous ne faites qu'une seule chose, c'est dégrader les animaux. On est incapable de craquer l'azote, à moins que vous l'appreniez. Alors on va voir qu'on a réussi après, grâce à la chimie, on est incapable de craquer le CO2, donc on est entièrement dépendant, donc on s'est astucieusement mis au milieu du cycle, et puis pif, paf, pouf, on mange ce que les autres produisent, et puis on le relargue. Donc vous avez des producteurs et une classe parasite, les animaux, qui sont destructeurs. Alors, ça, c'est le premier principe fondamental. Je vais passer assez vite parce que le temps passe. Ça, c'était juste pour vous rappeler ce qu'était la respiration et la photosynthèse en termes de chimie. Je vais tout de suite passer à cette fameuse loi des reins des écosystèmes. Alors, quand vous vous promenez, vous voyez des forêts, ça vous paraît normal, vous voyez des prairies, mais au fond, si vous réfléchissez bien, à l'origine, la Terre, c'était Mars, à peu de choses près. Pour que des sols se forment, il faut que la roche-mère soit attaquée et qu'elle se mélange à de la matière organique. Et là, vous avez, c'est le processus qu'on appelle de pédogénèse. Et vous avez un principe qui est très simple. Un écosystème, pour son avenir, doit accumuler de la matière organique. Exactement comme vous accumulez du capital en vue de votre retraite. Vous devez accumuler de la matière organique. Et donc vous avez ici, la première chose, c'est les lichens. Les lichens, c'est le seul organe. Alors c'est un organe symbiotique, c'est un champignon avec une bactérie en général. C'est le seul organe qui soit un écosystème à lui tout seul parce que les cyanobactéries à l'intérieur font le craquage de l'azote et elles sont un peu spéciales, elles font aussi la photosynthèse. Les cyanobactéries, c'est celles qu'on trouve dans les rizières. Et donc, eux sont capables, un lichen, c'est un écosystème à lui tout seul, c'est les premiers, ils vont sur les roches, ils produisent en plus des acides, parce que la matière organique est acide, et ces acides aident à dissoudre la roche, surtout quand elle est très calcaire, et puis vous avez ensuite une lampe, et puis à la fin vous avez la forêt. La forêt, c'est, si vous voulez, en quelque sorte, c'est un millionnaire. La première étape, c'est quelqu'un qui travaille courageusement, mais qui n'a pas beaucoup de ressources, et puis la forêt, vous avez accumulé énormément de capital. Et là, vous arrivez à cette fameuse loi, parce que, en fait, on peut prédire le devenir d'un écosystème selon qu'il est accumulateur ou destructeur de matière organique. Si vous avez la biomasse végétale est plus active que la biomasse animale, à ce moment-là, vous êtes accumulateur de matière organique. Ça va. Vous devez être de plus en plus riche en termes biomasse. Si vous êtes à l'équilibre, ça va. Mais c'est exactement, alors je veux vraiment que l'image est tout à fait celle-là, c'est exactement quand vous, en fin de mois, vous êtes vraiment à l'équilibre sur votre compte. Il ne vaut mieux pas tomber malade. Il ne vaut mieux pas avoir un accident de la vie. Et puis, il y a le moment où la masse des animaux est telle qu'ils dégradent plus de matière organique que les végétaux ne sont capables d'en produire. Et là,
l'avenir, c'est le désert. D'ailleurs, il y a un savant français au 19e siècle, Robert Lépaud, qui dans une encyclopédie a cette phrase qui dit « La forêt précède les peuples, les déserts les suivent ». Est-ce que la destruction de l'environnement, malheureusement, elle n'a pas attendu le 21e siècle? Ça, c'est un résumé de la loi des reins des écosystèmes et des agrosystèmes. Donc, vous voyez, vous avez un gradient de la dynamique de la matière organique selon que vous êtes accumulateur ou destructeur. Et ensuite, dessous, vous avez la pédogénèse si vous êtes accumulateur et vous avez la désertification si vous êtes destructeur de matière organique. Alors, le processus vous paraît évident, une fois que je l'ai décrit, vous paraît évident à une petite échelle, mais il est encore plus fascinant à l'échelle continentale, parce que, en fait, l'eau de pluie, c'est ce qu'on appelle la pompe biotique d'ailleurs, ce que je vais vous présenter. L'eau de pluie, elle ne va naturellement que jusqu'à 600 km à l'intérieur des terres. Si vous n'avez pas de végétation, les nuages vont arriver au-dessus de la partie continentale et puis ils vont naturellement pleuvoir. Puis ils ne vont pas très loin. Et donc, normalement, et ça c'était vrai jusqu'en 600 millions d'années avant nous, parce que je vous rappelle que le vivant n'a réussi à sortir de la mer qu'il y a à peu près 600 millions d'années. Pourquoi? Réfléchissez bien, parce que après vous avoir dit que nous étions des parasites, on peut quand même admirer nos propres performances. On est capable, quand vous êtes dans la mer, la température est stable, vous n'avez pas besoin de vous porter et vous n'êtes pas, il y a de l'oxygène, mais pas trop, c'est pas très agressif. Nous sommes sur Terre, grâce aux végétaux, mais nous aussi. Regardez, vous êtes capable de vous tenir debout quand vous luttez contre la gravité, vous êtes capable de régler votre température, etc. Donc c'est une certaine performance et il a fallu, entre le moment où la vie apparaît sur Terre, c'est vraisemblablement les 4 milliards d'années avant, et le moment où elle sort, il lui a quand même fallu 3,5 milliards d'années pour arriver à sortir. Donc, ça c'est le phénomène qu'il y a eu pendant des millions d'années. Vous aviez effectivement le nuage, et quand vous faites dans vos cours, ou vous avez vu, alors que ces cours soient récents ou anciens pour les plus anciens d'entre nous, mais on vous a fait le cycle de l'eau et on vous montre ce nuage. Mais ce qu'on ne vous montre pas, c'est que en fait ça se limite à 600 km. Et après, pour que ça aille plus loin, il faut la végétation. Pourquoi? Parce que la végétation, elle va recevoir l'eau, elle va pousser, elle va avoir son évapotranspiration, elle va faire deux choses. Elle va contribuer par le sol à faire une nappe phréatique, à faire pénétrer l'eau dans le sol. Et par ailleurs, elle va évapotranspirer. Et cette évapotranspiration va créer des nuages continentaux. Et ce nuage continental, c'est par le vent, il va plus loin. Il va plus loin, il va plus loin, il va plus loin. C'est comme ça que les continents sont biotisés, si je veux. Alors, ça fait réfléchir parce que quand les êtres humains habitent massivement sur les littoraux maintenant, et quand on attaque une forêt, on l'attaque par le littoral. Et c'est ce qui est en train de se passer dans la forêt amazonienne. On est en train de détruire la première étape, et c'est un système de domino, c'est-à-dire, ou plus exactement, imaginez une chaîne de gens qui se passent un seau d'eau. Si le premier maillon saute, il n'y aura plus d'eau au bout. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, l'Amazonie est en train de se dessécher extrêmement rapidement, parce qu'on a fait sauter des forêts qui sont les forêts littorales. C'est celles qu'on détruit en priorité. Vous voyez tout de suite que l'agroécologie, quand on dit écologie, c'est quand même au sens directeur, c'est pas juste qu'est-ce qui va se passer sur l'hectare que je fais, c'est comment je vais devoir repenser l'activité humaine pour pas désertifier l'ensemble des continents, ce qu'on est en train de faire avec beaucoup d'efficacité. Je vais aller très rapidement sur l'agriculture, mais simplement pour vous rappeler que l'agriculture est apparue dans ce type, celle qu'on pratique nous en Europe, est apparue dans ce genre de steppe arborée. Et la seule chose, et donc on va domestiquer, l'homme va se domestiquer des plantes et des animaux qui sont adaptés à la steppe arborée. La steppe arborée étant un écosystème qui se produit en général dans des zones un peu sèches, qui sont un peu limites. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire, nos braves gens? Alors, je ne vous fais pas toute l'agriculture du monde, je me suis contenté de la nôtre, mais enfin, ils vont se répandre, et vous voyez, Tours, vous êtes issus de ce qu'on appelle la civilisation danubienne, et ils avancent, et puis, évidemment, ils avancent avec leurs plantes, leurs animaux, et qu'est-ce qu'ils rencontrent comme écosystème sur place? La forêt. Alors, c'est quand même un peu casse-pied. Alors là, ils ont deux solutions, soit ils abandonnent ce qu'ils ont domestiqué, ils essayent de
nord européen, c'est une steppe artificielle. Quand vous promenez dans la campagne, nos ancêtres, et nous encore, ont reproduit l'écosystème dans lequel est apparue l'agriculture il y a 9 000. Et donc on force la nature, on force l'écosystème pour le maintenir en steppe. D'ailleurs, on appelle ça une friche. Quand vous abandonnez un sol, qu'est-ce qu'il fait naturellement? Il retourne, il se remet à accumuler de la matière organique, il retourne, tombe à son point d'équilibre qui est la forêt. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on steppise, on stépise, on stépise. Sauf qu'en stéppisant, on bouffe beaucoup de matière organique. Ça, c'est effectivement la bâtie-brûlis, donc c'est grâce à la maîtrise du feu, parce qu'en général, à la hache, ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Donc vous brûlez. Qu'est-ce que c'est brûler? C'est détruire très rapidement la matière organique. Hop, ça part dans l'atmosphère. Et puis ensuite, on a des animaux qui sont merveilleux, qui s'appellent les ruminants. Alors, au contraire de nous, ils ont une poche supplémentaire, le rumen. Et ce rumen, c'est un fermenteur bactérien, en fait. Il y a toujours 38 degrés, il y a toutes les bactéries qu'il faut. Vous pouvez donner du papier à une vache, elle le digère. Alors, si vous lui donnez du papier, elle va être un peu malade. C'est pas très équilibré, mais elle est capable de digérer du papier. Il y avait à une époque, il y a des agronomes qui essayaient de nourrir les vaches avec uniquement du papier et de l'urée. Et ça marche. La vache est un peu malade, mais globalement, elle extrait quand même l'énergie du papier et l'urée lui apporte les protéines qu'il faut et tout ça se recombine à l'intérieur et dans le rumen, elle produit des acides aminés. Mais c'est des gros, nos braves vaches sont effectivement des fermenteurs sur pattes, des digesteurs, des méthaniseurs, beaucoup de méthaniseurs, c'est des méthaniseurs sur pattes et qui bouffent la matière organique, qui la détruisent, qui la détruisent, qui la détruisent. Alors ça, je vais passer. Simplement, globalement, l'histoire des empires, et nous aussi, c'est un centre qui bouffe de la matière organique et on va prélever de la matière organique sur les marches, qu'on va drainer vers nous. Alors typiquement, Tours est un grand drain de matière organique. En permanence, il y a des camions qui rentrent pour vous faire bouffer et vous détruisez de la matière organique, vous détruisez comme des malades. Donc on peut parler de biodrain qui nourrit le centre et qui maintient le centre. Si le flux marron s'arrête, vous vous dispersez parce que vous allez aller naturellement là où il y a de la biomasse. D'ailleurs, le modèle latin, les agronomes latins, quand vous les lisez, ils disent: ah oui, voilà comment on s'organise. Au milieu, là, il y a la domus, la villa, c'est-à-dire l'espace bâti habité. Autour, on met l'hortus, le jardin, dans lequel il y a les arbres fruitiers. Et puis, d'ailleurs, on avait un exposé sur les jardins de filandrie. Voilà, on a des légumes. Alors, la production de légumes détruit beaucoup de matière organique, il faut le savoir, hein, parce que c'est un travail du sol intense. En tour, vous avez le blé, la guerre. Ensuite, vous avez le saltus, c'est la partie qui est pâturée par les animaux. Et enfin, vous avez la siloie, qui est la forêt pâturée également par les animaux. Et enfin, à l'extrême, vous avez Forestus, qui est l'endroit où sont les barbares, les brigands, les femmes, enfin bref, tout ça, le nain de la cité des hommes. Alors, et comme vous rentrez les cochons de la siloie et les bêtes du saltus, le soir, effectivement, vous accumulez en permanence de la matière organique au centre que vous détruisez. Et ce qui est très amusant, c'est que c'est exactement comme ça que l'Empire britannique, avant l'arrivée de la chimie, se représente le monde. Au centre, vous avez l'Angleterre, vous avez les voies de communication. En périphérie, vous avez cette périphérie dont je draine les ressources et je pompe, et ça vient jusqu'à Londres, et là, paf, je consomme, y compris, si je vois la partie la plus sordide, si vous regardez l'esclavage négrier, on nourrissait si mal les esclaves qui ne se reproduisaient pas, on faisait venir en permanence des jeunes noirs d'Afrique qui avaient été élevés en Afrique, donc quelque part, ils avaient été constitués en tant que biomasse active en Afrique, et on venait les détruire dans les îles du sucre. Je vous rappelle que la France a créé la société la plus coloniale du monde, c'était Haïti, avec 90% d'esclaves et 10% de non-esclaves. Et l'espérance de vie d'un esclave était 6-7 ans. Donc vous aviez ce flux qui renouvelait en permanence. Donc l'esclavage est une forme du biodrain. Alors ça va changer avec l'agrochimie. Ça, c'est la plupart des pères de la chimie. Je vais passer très vite. Et simplement pour vous dire que ce qui a été l'effet déclencheur, je ne vais pas passer si vite que ça, il faut juste que je vous parle de Fritz Haber, celui qui est en bas, pour vous, en bas à la droite.
Fritz Haber, c'est celui qui a été capable de faire la synthèse chimique de l'ammoniac. Souvent, quand on est au collège, si on vous prend quelque chose comme exemple, en SVT, vous avez souvent un module là-dessus. C'est-à-dire que lui, il va être capable de faire ce que les bactéries font et que les plantes ne font pas. C'est-à-dire, grâce au procédé Haber-Bosch, il va casser les molécules de N2 et il va créer de l'ammoniac. Et à ce moment-là, c'est le pactole. Parce que tous les autres avant, ils avaient, grâce aux travaux de Van Helmont, ils avaient progressé, ils savaient faire de la culture hydroponique, mais il leur manquait une chose qui était la ressource en nitrate. Et grâce à Fritz Haber, c'est le pactole. Mais ce qui va vraiment permettre l'essor, c'est la Première Guerre mondiale, parce que les nitrates, c'est la base des explosifs. C'est pour ça qu'ils ont explosé à Beyrouth, c'est pour ça qu'ils ont explosé à Toulouse, l'explosion de la ZF, etc. Donc le nitrate, il a un lien très très fort en énergie, il explose, et en fait, pendant la Première Guerre mondiale, on a couvert l'Europe d'usines à nitrate. De même, on a inventé les gaz de combat. C'est également Haber qui a proposé à l'état-major allemand d'utiliser les gaz de combat, les organochlorés, qui sont à l'origine de tous les pesticides. Maintenant, après, il y a les fluorochlorés, etc. C'est aussi avec les chars d'assaut qu'on développe des technologies qui nous permettra d'avoir des tracteurs. Et bien sûr, le fil de fer barbelé. Si on a pu détruire depuis tant de haies, c'est que pendant des siècles, on contenait les animaux grâce aux haies. Et grâce à l'invention des barbelés, on n'avait plus besoin de haies. Et donc, à partir de 1918, il y a tout un appareil industriel qui est là, qu'on va recycler pour l'agriculture. Et en fait, c'est quoi l'agriculture industrielle? C'est très simple, c'est qu'on a remplacé le sol par les nitrates du procédé Haber-Bosch. C'est ça fondamentalement, et on peut doper toutes nos plantes avec ces nitrates. Sauf que c'est une opération qui est extrêmement coûteuse en énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a une injonction contradictoire dans cette opération chimique. Il faut qu'il y ait une basse pression, il faut qu'il y ait une haute pression et une basse température. Vous le savez, quand vous utilisez une pompe en vélo, quand vous compressez un gaz, ça dégage de la chaleur. Donc il faut refroidir en permanence l'opération. Et donc c'est extrêmement coûteux en énergie. Donc ça dépendait d'ailleurs du fait d'avoir d'abord réussi à faire des systèmes réfrigérants. Et donc, en fait, toute la performance de notre agriculture, elle repose sur un flux de la biomasse fossile. C'est-à-dire qu'en fait, on fait la même chose que nos ancêtres qui faisaient de la bâti-brûlis, ils utilisaient la fertilité des forêts. Nous, on utilise la fertilité des forêts qui ont 70 à 80 millions d'années avec les problèmes que ça pose par rapport au climat. Agroécologie. Alors là, c'est les personnalités principales de l'agroécologie. L'agroécologie est née face au constat que on ne va pas pouvoir continuer comme ça, il va falloir changer. Je pense que je vous ai suffisamment convaincu. Alors, il y a une floraison de concepts. Donc en vert, je vous ai mis l'agriculture biologique. On entend partout parler d'agriculture de précision, d'agriculture durable, d'agriculture écologiquement intensive, d'agriculture régénératrice, d'agriculture intégrée, etc. etc. Les agronomes sont très riches en concepts. Je vais vous en présenter ceux qui sont en rouge, Technofix plus Market, agroécologie faible, agroécologie forte, agroécologie spirituelle, pour ceux qui connaissent la personnalité de Pierre Rabhi, c'est un peu ça auquel je fais référence, et puis j'ai mis à la fin les effondrementistes. Et vous avez un gradient de radicalité du changement parce que chacun de ces modèles implique des changements différents dans vos modes de vie. Les premiers, c'est une innovation purement technico-économique qui se promet de vous apporter le changement sans que vous ayez besoin de changer. Et la deuxième partie, c'est plus compliqué, elle vous dit on s'en tirera, mais il faudra que vous changiez vous aussi. Et comme je vous l'ai dit, les gens n'ont pas changé, il y a beaucoup de raisons de changer. Je vous ai quand même mis le nuage noir en haut, les négationnistes qui, eux, ou Armageddon, qui disent il n'y a pas de problème, ou qui disent on a une solution, c'est la guerre, et effectivement, c'est historiquement une solution à tester. Si on massacre 9/10 de la population, on s'en sortira, et incontestablement, c'est une voie possible, mais non souhaitable, surtout quand on fait partie des 9/10. Alors, ça, c'est les Technofix plus Market. Typiquement, c'est la fondation Gates, c'est-à-dire que vous faites une photo, il y a des drones partout, des big data. Donc on a remplacé l'énergie fossile par de l'énergie minérale, parce qu'en fait, pour faire des éoliennes, etc., vous avez besoin de terres rares et tout. Donc vous avez votre système, et vous ne demandez pas aux agriculteurs de changer, ni aux consommateurs.
vous avez des intrants verts, des outils de précision. Ça, en général, on n'appelle pas ça, l'agroécologie, puisque dans le concept d'agroécologie, même utilisé par la FAO, dans la Climate Smart Agriculture, il y a quand même l'idée qu'on va un peu changer le système au milieu. Ensuite, vous avez l'agroécologie que j'appellerais faible. Ça, c'est souvent ce que les agronomes comme moi, on aime bien, parce qu'on dit, non mais on va utiliser les intrants verts et les outils de précision, mais quand même, on fait une concession au fait qu'il va falloir, et c'est ce qu'on appelle le biomimétisme, il va falloir que les exploitations agricoles ressemblent à des écosystèmes, qu'elles redeviennent aussi intelligentes que l'étaient les écosystèmes. Donc on voit réapparaître, dans la partie précédente, il y avait un côté une ferme qui faisait du blé grâce aux engrais azotés, de l'autre une ferme qui faisait que de l'élevage et qui jette ses nitrates dans la plaine de Saint-Brieuc et donc qui produit des algues vertes, et de l'autre les vergers du Languedoc alors qu'ils polluent un petit peu l'eau, puisque tout ça étant pas très très stable, il faut énormément de pesticides pour que ça se maintienne, et donc voilà. Ici on dit ah non, on a complémentarité entre tout, notre brave agriculteur, il est là, il n'a plus besoin de tracteur parce qu'il a des drones, et il a ses animaux, il a ses champs de blé, et il a ses vergers, et puis il va essayer d'organiser tout ça. Et puis, il y a ceux qui disent non, mais on n'aura pas d'agriculture écologique en dehors d'une société écologique. Donc il va falloir impliquer tout le monde. Vous voilà, les consommateurs responsables. Vous êtes précipité à la cantine, vous avez dit non, moi je vais manger ceci, pas cela, il faut que ce soit de saison, il faut que ce soit livré par un producteur local, il faut que ce soit bio, il faut, etc. Vous êtes peut-être impliqué dans une opération de financement mutualiste, notaire de lien, c'est-à-dire que vous avez investi pour être sûr que les parcelles d'à côté ne servent pas à nourrir avec du maïs des cochons qui vont être exportés en Chine. Voilà, donc vous avez dit non, il faut que je me réapproprie un peu mon territoire. La recherche, il faut qu'elle soit un peu plus participative, c'est pas juste des gens dans les laboratoires qui trouvent des solutions pour les gens de terrain, ils discutent. Et puis bien sûr, il faut des lois, donc il faut les collectivités locales, vous êtes allé voir votre mairie pour que la cantine devienne bio ou que sais-je, et vous allez casser les pieds à votre élu parlementaire en lui disant que la prochaine loi sur l'eau doit prendre en compte la pollution et l'usage par l'agriculture. Voilà, et que peut-être que, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais peut-être qu'une zone naturelle en forêt est plus efficace qu'une méga bassine pour des trucs comme ça. Et puis, vous avez enfin ceux qui disent non, mais en fait, l'être humain, il ne change pas en fonction de ce qu'il sait. Il change en fonction de ce qu'il croit. Et que ce qui met en mouvement, c'est l'émotion et pas la raison. D'ailleurs, si je vous fais un exposé extrêmement scientifique qui vous explique que vraiment on va dans le mur, vous sortez, vous dites c'est terrible, vous déprimez peut-être un peu, mais vous continuez à vivre exactement comme vous vivez. Au fond, vous utiliserez les mêmes mécanismes. Parce qu'au fond, vous savez, mais vous ne croyez pas. Qu'est-ce que la croyance? C'est un savoir en action. Alors, ça peut être une erreur en action aussi, avec les fake news, mais en gros, c'est quelque chose, c'est un principe qui vous met en action. Et ces gens-là disent, mais en fait, l'agroécologie, elle est possible que s'il y a un changement de valeur. Il faut que nos représentations d'être au monde changent. Et d'ailleurs, ils vont dire, et peut-être que certaines de ces valeurs sont à retrouver chez des peuples qui ne sont pas des peuples européens. Donc, quelle a été la philosophie, le rapport au monde des Asiatiques, quel a été le rapport au monde des Amérindiens, etc. Et donc, d'ailleurs, il montre bien cette idée systémique. Là, vous voyez, sur le terrain agricole, les consommateurs responsables se sont rapprochés parce que tout ça forme une unité qui est une société écologique. Alors, et puis enfin, il y a ceux qui disent, en fait, l'humanité n'aura pas le sursaut. En fait, si elle devait l'avoir eu, elle l'aurait déjà eu. Et en fait, malgré notre intelligence individuelle, on a un comportement d'espèce qui ressemble à toutes les autres espèces, c'est-à-dire qu'on est limité que par les autres espèces. Et donc, comme pour l'instant, on a levé tout ce qui nous limitait, on a une alimentation abondante, on est très bien soigné, en fait, on a un taux de mortalité qui n'est pas assez élevé par rapport à ce que peut supporter le système, donc la seule solution, ce sera les chocs sanitaires, l'effondrement, en fait, et naturellement, notre population quittera. Oui. C'est juste pour vous prévenir du temps. Oui, très bien. Il reste 5 minutes, et après, c'est des questions? Non. Oui, c'est ça. C'est ça. Parfait, oui, j'avais vu qu'il était dedans. Alors, je vais passer vite celle-là. Par contre, quelques pratiques emblématiques de l'agroécologie.
L'agroforesterie, là vous trouvez ce que je vous ai dit, on essaye de remettre des arbres qui apportent de la matière organique, on arrête la séparation que faisaient les latins entre la Sinois et la guerre, on dit bah non, il faut arriver à, faut arrêter la stéppisation du monde, donc on remet des arbres. Ça, c'est le réseau national des espaces tests agricoles, parce qu'il y avait l'idée de dire, en fait, non, on ne va pas pouvoir mettre des drones partout qui surveillent tout, donc il va falloir quand même augmenter à nouveau le nombre d'agriculteurs. Et donc, il faut, et comme le monde agricole s'est effondré démographiquement, il faut faire venir des jeunes, donc comment on aide les jeunes à s'installer, etc. Terre de Liens, c'est cette idée que je vais montrer, de dire les citadins ou les ruraux, mais non-agriculteurs qui ont des capitaux vont investir pour racheter des terres et pour recréer du commun et de faire de la terre un commun. Ah, la photo est pas bonne. Ça, c'est le Worldwide Opportunities Learning Funds. C'est l'idée d'un réseau international où vous pouvez aller faire votre apprentissage, aller de ferme en ferme pour donner un coup de main et voir à quoi ressemble l'agriculture dans différentes régions du monde. Et bon, et je passe, c'est des meilleurs. La sélection participative sur l'été pour avoir des variétés qui sont adaptées et qui vont devoir s'adapter très très vite avec les changements climatiques. Et puis des travaux scientifiques qui essayent de modéliser comment on s'en sortira, parce que vous avez compris, le problème est celui de l'ordre de grandeur. Les derniers calculs que j'avais vus, c'est que si on veut vivre de manière équitable sur Terre, la question qui se pose pour nous, l'unité de compte, c'est le nombre de douches chaudes qu'on prend par semaine. C'est pas se dire, ah, je ne ferai qu'un voyage en avion par an. Non, 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 non. L'unité de compte, c'est le nombre de douches chaudes. J'ai le droit à 3 douches chaudes par semaine, pas plus. Sinon, si vous consommez au-delà, en fait, implicitement, vous attendez que d'autres consomment moins. Et donc, vous êtes dans un système très inégalitaire, ce qui, vu la montée en puissance des autres nations, ne sera pas forcément en notre faveur. Il y a une question ville-campagne, et il y a un mythe de la ville auto-nourricière qui boucle ces sites. C'est pas faux parce que, comme je vous l'ai dit, une ville, c'est une très grande porcherie, en fait. Et on produit énormément d'azote qui partent et qui sont perdus. Alors il y a toute une question, d'ailleurs on le voit avec la loi sur l'eau, comment on va récupérer cet azote, mais aussi une perte de phosphore. Ça, c'est les catacombes de Paris. Le plus gros stock de phosphore en France, c'est les catacombes de Paris, parce qu'on stocke le phosphore dans les eaux. Et comme on s'est retiré de la chaîne, parce qu'on ne veut pas mourir, on a le rêve d'immortalité, on s'est retiré des cycles naturels, mais on a retiré le phosphore. Pour finir, et je vais passer très très vite là-dessus, je voudrais poser la question des valeurs. Parce que quand on parle des valeurs, on est très habitué à des notions politiques, liberté, émancipation, etc. Et c'est ce que j'appelle le problème axiologique. Donc en fait, nos valeurs, c'est entre l'opulence et la misère, c'est le partage de la richesse, les riches sont égoïstes, les pauvres en demandent trop, et puis toute la politique s'organise dessus, on dispute. Mais en fait, on a tout d'un coup quelque chose qui est transversal à ça. Destruction de la biosphère ou intégrité de la biosphère. Et c'est pas simple parce que quand je dis aux gens il va plus falloir avoir de voiture, ils disent mais vous êtes contre l'émancipation? Je dis en fait non, parce que la discussion d'avoir une voiture, c'est pas entre celui qui en a une et celui qui n'en a pas, c'est entre est-ce qu'on a encore accès à la biomasse fossile ou est-ce qu'on n'y a pas accès? Et c'est donc un facteur non humain qui vient percuter notre mode de raisonnement occidental. Et en fait, il y a toute cette question qu'une grande partie des valeurs sont des valeurs, notamment de l'Occident, sont des valeurs extrêmement imprégnées d'un imaginaire guerrier. Et on voit, d'ailleurs c'était très bien avec les jardins de Landry, on voit petit à petit un autre imaginaire se mettre en place qui est beaucoup plus l'imaginaire du jardinier. Et dans la civilisation grecque, la jardinière est une femme et le guerrier est un homme. Et donc ça pose toute la question, enfin, il y a beaucoup du genre, mais la question de l'écoféminisme. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon je serai trop. Alors maintenant, si vous avez des questions pour M. Calam, je vous en prie. D'accord. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a en France des fermes qui vous semblent en fait vraiment embrasser les idées de l'agroécologie, des fermes, par exemple je pense à la ferme de Scagnols,
quelqu'un souvent d'un modèle d'agroécologie, mais en fait, étant jamais vraiment sûre de ce à quoi ça se réfère, je me demandais si vous aviez des exemples de maraîchers ou de fermiers qui en fait vraiment se sont pleinement là-dedans. Voilà. Juste pour savoir, entre une terre nue et la forêt, il fallait combien de temps? D'accord. C'est la question. Les deux questions. Alors, bon, je ne connais pas toutes les fermes de France, évidemment, et il est évident qu'à l'heure actuelle, on a très peu d'endroits où on se passe totalement de masse fossile. Maintenant, il y a un site OSAE qui a été fait par Solagro, OSAE l'agroécologie, dans lequel il recense toutes les bonnes pratiques, et je dirais qu'il y a tout un courant. Est-ce que j'aurais à vous présenter une ferme parfaite de mon point de vue en agroécologie? Peut-être pas. Howard, qui était un des pères de l'agriculture biologique, admirait énormément l'agriculture asiatique, et probablement c'est dans l'agriculture asiatique du 19e siècle qu'on trouverait les meilleurs modèles. Alors cela étant, j'ai été très critique sur l'usage de certains outils, mais il faut bien connaître que la pénibilité du travail est quand même un facteur assez déterminant. L'agroécologie de demain ne sera pas une agriculture sans outils, enfin je ne le souhaite pas pour les gens. La question sera plus celle de l'énergie qu'on pourra employer, et là on aura quand même deux options. Soit effectivement il y a une révolution électrique, mais on sait qu'elle bute quand même à la question du stockage des batteries, où il y aura l'utilisation de la biomasse agricole, donc en partie des huiles, en rappelant que il y a, dans la sole française au 19e siècle, il y avait un quart pour nourrir les animaux de trait. Donc en soi, utiliser l'agriculture produisait sa propre énergie. Voilà. Et donc finalement, quand on fait de l'huile de tournesol pour mettre dans son tracteur, en fait on retrouve un peu cette idée-là qu'on va utiliser. Donc il faudrait calculer quelle est la part de la biomasse. Ou alors ce sera du biométhane, mais bon, les gaz sont quand même moins pratiques que les liquides à utiliser dans les moteurs. Alors pour la forêt, en fait, évidemment, je vais vous faire une réponse normande, ça dépend, mais disons que je peux faire une réponse pour ici, par exemple. Ici, il y a encore une pluviométrie qui est correcte, enfin, on ne sait pas ce qui va se passer avec le changement climatique, mais en gros, on peut estimer qu'entre le moment où de l'enfrichement et le moment où vous avez une forêt qui est redevenue un écosystème ayant beaucoup concentré, alors peut-être qu'on n'aura pas remonté toute la matière organique du sol, parce qu'une forêt, c'est la matière organique que vous voyez, c'est celle du sol. Mais en gros, il faudra 250 ans. Je pense que c'est ça l'ordre de grandeur. Voilà. Mais vous avez là vraiment un écosystème qui est quasi naturel. Ah, vous avez des stades avant. Je prends une dernière question. Oui, allez-y, pas de souci. Merci beaucoup, c'était passionnant. Du coup, oui, on critique beaucoup ce qui se passe en Amazonie avec la déforestation, mais en soi, il faudrait remonter à combien de temps dans le passé, ici, en Touraine ou en France, pour voir les premiers actes de déforestation massifs dans le paysage. Parce que vous l'avez très bien dit, on est passé d'une forêt à des steppes. La deuxième question que j'avais, c'est est-ce que vous arrivez à avoir de l'attention des experts qui n'est peut-être pas autant convaincus que nous, peut-être que déjà. Par exemple, je pense à des syndicats hyper puissants qui ne prennent pas l'agroécologie dans son cœur, puisque c'est sans doute cette partie-là, enfin je ne sais pas, qu'il faut aussi embarquer. Et la dernière question que je voulais vous poser, c'est est-ce que la place de l'agroécologie sera importante dans un contexte où l'agriculture lui demande d'être porteuse de solutions à la fois pour nourrir les gens, stocker du carbone, ne pas dégrader son environnement, produire de l'énergie et des matériaux demain avec les biocarburants, la fibre de bois, de lin, de chanvre. Donc ça fait 3 questions, désolé. Ça fait 3 questions. Alors très rapidement, oui, donc en gros la civilisation namibienne, on est arrivé là il y a 6200 ans, voilà, donc on a déforesté. Et là, il faut insister, c'est la même civilisation qui rentre dans le Sahara. Le Sahara, il est traversable encore en moins 4000. En moins 1000, d'ailleurs, la désertification va d'est en ouest, dans le sens de
concentration des populations rurales, et le Sahara est encore occidental est encore traversable à cheval en moins 1000, en char à bœuf même en moins 1000, à cheval jusqu'en moins 500, et après c'était le dromadaire. Le dromadaire, ça c'est le super destructeur de biomasse. Il ouvre tout sans avoir besoin d'eau ou presque. C'est quand même extraordinaire. Donc le dromadaire entretient le désert. Alors pourquoi je dis ça? C'est que l'effet qu'on a dépend, on voit que c'est la même civilisation qui arrive. Ici, ça s'est stabilisé. Alors là, il faudrait rentrer dans le fonctionnement exact de l'écosystème. On était plus au nord, il y avait plus d'eau. Enfin, la durée jour-nuit est un peu différente. Et donc, on est rentré ici dans un système où on était en fait, pour faire vite, si vous voulez, si je prends le bilan, on était dans une situation verte en Europe avec la désertification du néolithique, on est passé en marron, et on était en marron au Sahara, et avec la désertification néolithique, on est passé en jaune. Et la question pour l'Amazonie, c'est où ça va se stabiliser. Voilà. La deuxième question qui était, c'était celle par les FNSEA. Est-ce que vous avez de l'attention dans des sphères? Oui. Ça dépend, il y a des débats. Je dirais que si on croit j'en crois le prochain représentant de la FNSEA, pas beaucoup. Le problème pour faire vite, si vous voulez, c'est que l'agriculture maintenant est devenue un élément dans une chaîne mondialisée. Et que l'agro-industrie européenne est probablement déjà satellisée par l'économie chinoise. C'est-à-dire que le modèle que je vous ai montré de l'Angleterre, la Chine est en train de le mettre en place. Et en fait, la grande question, c'est est-ce que notre complexe agro-industriel travaille encore pour nous, déjà pour la Chine? Et qu'est-ce qui va? Et la tendance, c'est qu'il travaille de plus en plus pour la Chine. Donc en fait, nous, on a de moins en moins, on est de plus en plus des contraintes pour eux. Parce qu'on leur dit qu'il ne faut pas détruire nos haies, alors que eux, ce qu'ils vendent, c'est pour nourrir en cochon le marché de champ de gaz. Et donc ça va créer une tension, parce que quand votre complexe industriel n'est plus en phase avec vous, vous ne savez pas qui va l'emporter. Dans le cas de l'Angleterre, ils sont arrangés pour que les élites indiennes ou australiennes travaillent pour eux et pas pour les populations. Donc le fait que le complexe industriel se retourne contre la population européenne est la tendance à l'heure actuelle. Ils achèteront des drones chinois, vous voyez ce que je veux dire, et puis en fait tous leurs facteurs de production viendront de l'extérieur, ils laisseront sur place la pollution et toute leur production iront vers l'extérieur, c'est ce qu'on appelle l'échange inégales, ils auront été satellisés. Et le dernier point, c'était les projections de la place de l'agroécologie dans un contexte qui change pour l'agriculture. En fait, ce qu'on sait maintenant, notamment dans des îles comme Bornéo et Java, c'est qu'elles ont été désertifiées et que les forêts qu'on a vues étaient souvent des forêts qui avaient été recréées après. Donc on a tout à fait possibilité de développer de l'agroforesterie à un niveau mondial et qui est le seul moyen de résoudre les contradictions entre fournir des biomatériaux, fournir de l'alimentation et fournir de l'énergie. Mais à mon avis, l'agroforesterie sera la seule réponse pour beaucoup d'endroits. Donc, en résumé, mangez plutôt des châtaignes que du pain et buvez plutôt du cidre que de la bière. Merci beaucoup.